Bonsoir à tous. Avec la modernisation des constructions en Afrique, les édifices, qu'ils soient publics ou privés, sont de plus en plus dotés d'installations d'assainissement pour éviter de faire les besoins et de les jeter dans la nature comme par le passé. Des installations de la maintenance exigent et nécessitent l'intervention d'une catégorie bien précise de professionnels, surtout en matière de gestion notamment des bouts de vidange. Sauf qu'en termes de professionnels, les populations recourent le plus souvent à une main-d'œuvre pas toujours indiquée, avec une option dite manuelle. Quelles sont les pratiques en vogue et quels sont les risques encourus? Les normes et principes légaux en matière de gestion des bouts de vidange au Bénin, ce sont là les principales questions au cœur de nos échanges dans ce panel aujourd'hui. Et nous avons donc autour de cette table comme panéliste Madame Marie-Iris Runga, qui est spécialiste eau et hygiène et assainissement. Madame Runga, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. En face de vous, docteur Uriel Dassundo, médecine travail et de santé publique. Docteur Dassundo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, le décor, il est planté. Hein. On va parler un peu des bouts de vidange et de leur gestion dans notre quotidien et voir un peu quels sont les impacts que cela peut avoir quand on ne fait pas très attention, notamment sur notre santé et notre environnement. Alors, quelles sont les catégories de personnes auxquelles, d'abord, les populations font souvent recours quand il s'agit de gérer leur bout de vidange? Madame Munga. Merci, monsieur Tanguy. Dans la gestion des bouts de vidange, nous avons deux catégories de personnes. Premièrement, nous avons les vidangeurs professionnels qui sont les plus recommandés et les vidangeurs manuels auxquels les populations font appel clandestinement. Quand vous parlez de vidangeurs professionnels, vous parlez de qui? Ceux qui disposent de matériel nécessaire, ceux qui sont professionnels du métier et sont aptes à faire cette activité-là. Alors, on sait qu'on vit au quotidien avec ces bouts de vidange. Ce sont des fosses bien protégées, en tout cas à la maison, docteur. Cela présente quand même des risques, même si c'est bien protégé. Bien sûr, il y a beaucoup de risques, des risques liés non seulement à l'environnement, et aussi des risques liés à la santé. Donc, il faut prendre des dispositions nécessaires, surtout les vidangeurs manuels, tous les vidangeurs de toutes les manières, les dispositions nécessaires, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, casque, masque, blouson de travail, gants, et puis, voilà, et bottes, pas peut-être nécessairement. Et c'est à partir de là qu'on peut être sûr de réduire les risques. Alors, vous parlez de risques, on veut voir en termes clairs quels sont réellement les risques en termes de, je dois dire, au plan sanitaire, par exemple. Alors, sur le plan sanitaire, d'abord, il y a les différentes maladies. Déjà, quand nous parlons de vidange et que ça se fait de façon manuelle, il y a déjà les mains, les contaminations manou-portées peuvent donner de certaines maladies du péril hydrofécal, comme par exemple le choléra, la fièvre typhoïde et d'autres maladies comme les parasitoses intestinales. Vous avez aussi des maladies liées au traumatisme, les blessures, les maladies de la peau, les maladies respiratoires, même des affections ophtalmologiques qu'on peut... On va parler un peu les thèmes techniques, affections ophtalmologiques. Je sais que ça a rapport aux yeux. En quoi est-ce que nos fosses septiques peuvent affecter directement nos yeux, notre capacité à voir? Des particules chimiques que ces vidanges laissent dans l'environnement qui peuvent atteindre la cornée. Et du coup, on peut avoir des maladies comme la kératite. La kératite, c'est une inflammation de la cornée. Donc voilà un peu. Mais ce qu'il faut retenir le plus, c'est ce qui fait vraiment l'objet d'un problème de santé publique, c'est les maladies du péril hydrofécal. Voilà un peu ce que nous pouvons dire tout de suite. Donc après ça, il faut quand même insister aussi sur les différentes traumatismes, les blessures. Par exemple, en faisant de la vidange, vous pouvez tomber sur des seringues. C'est des seringues, si vous êtes dans un hôpital, vous pouvez tomber banalement sur des seringues, vous pouvez tomber sur des objets tranchants, vous pouvez être blessé. Des testons de bouteilles. Si en temps, vous n'étiez pas vacciné, par exemple, contre le tétanos, voilà aussi un risque majeur. Alors, on a dit, hein, vous avez souligné et relevé dès votre prise de parole qu'il y a deux catégories de personnes que les populations sollicitent, en tout cas qui interviennent dans la gestion des bouts de vidange. Quelles sont les catégories, quelle est la catégorie la plus sollicitée actuellement au Bénin ou dans les villes et campagnes du Bénin? Les populations font souvent appel aux vidangeurs manuels.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, les vidangeurs, quand on parle de vidange manuel, il s'agit de retirer d'une fosse ou d'une latrine les boues à l'aide de matériel conventionnel, des ustensiles de cuisine, les seaux, les bols et consorts. Donc, cette activité est réalisée par des personnes lambda dans des conditions difficiles. Ils sont exposés aux risques de santé et n'ont pas les matériels indispensables pour une telle activité. On peut comprendre peut-être les populations qui font recours à ces personnes-là, non? D'abord le manque de moyens, et puis aussi la disponibilité du service. C'est pas toujours évident que dans les campagnes, on ait des sociétés ou des structures bien organisées et bien équipées pour offrir le service. Oui, bon, sur ce plan, la SGDS est en train de faire un zonage, aussi une tarification, histoire d'uniformiser les prix de vidange professionnelle. Alors, je vois que tout le monde dit la vidange manuelle, c'est dangereux. En quoi véritablement c'est dangereux quand le monsieur, par exemple, il peut mettre ses bottes, ses gants et son cache-nez ou sa protection, docteur? Le matériel utilisé est rudimentaire, vous n'avez pas ce qu'il faut réellement, il n'y a pas de mécanisation en griffe, mais vous avez plutôt le seau, vous avez la pelle, vous avez du matériel très archaïque, mal entretenu. Et bien que vous soyez protégé, c'est que vous pouvez visiblement, en tout cas rapidement, vous blesser ou être contacté par des micro-organismes très rapidement parce que vous êtes directement en contact avec la boue. Donc, c'est pas évident du tout, même si vous êtes protégé. Madame Nga? Oui. Lors de ces vidanges-là, force est de constater que les vidangeurs manuels sont en contact direct avec les boues. Donc, ils sont les premiers à être exposés. Voilà. Maintenant, dans les concessions, souvent les enfants, la curiosité pousse les enfants à venir voir ce qui est fait. Donc, ces enfants-là, naïvement, sont contaminés par les bactéries qui se baladent un peu partout. Voilà. Donc, avec aussi les ustensiles que le ménage met à disposition de ces vidangeurs-là, tout le ménage est affecté. Une fois le vidangeur manuel aussi, en dehors de la concession, je dirais, du départ jusqu'à son arrivée chez lui, il contamine la population environnante, la population immédiate. Donc, il y a tous ces facteurs, tout ce beau monde-là. Est-ce que c'est toujours risqué quand on finit l'opération et que, bon, on lave les seaux qu'on a utilisés et autres bols qu'on a utilisés, docteur? On peut trouver un peu de savon et nettoyer tout ça, non? C'est vrai qu'en faisant comme ça, le risque est minimisé, mais il y a toujours le risque, avec ça, à cause de la méthode utilisée, comme Mme Nga l'a dit, la méthode utilisée, le matériel utilisé et la contamination de l'environnement, c'est-à-dire de l'entourage. Vous n'êtes pas du tout épargné. C'est bien cela, ce qui est dommage. Quels sont les dommages à l'environnement dans ce cas? Oui, nous pouvons parler de la pollution olfactive, c'est-à-dire la pollution de l'air que nous respirons, due à la forte odeur mise par les boues, par les fosses aussi mal entretenues, mal fermées et tout. Nous pouvons également parler de la pollution du sol, qui conduit à la pollution de la nappe phréatique, cette nappe-là qui nous fournit de l'eau de consommation, et on déduit sur la pollution des eaux souterraines. Je parle de pollution de nappe parce que ces boues, une fois au sol, avec, surtout en temps de pluie, les microbes infiltrent le sol. Les microbes infiltrent et vont jusqu'à la nappe. Donc, si vous avez, par exemple, un puits dans la maison, le puits peut être facilement contaminé. Également, si l'endroit où s'est fait la vidange ou l'endroit où les boues ont été enfouis est proche d'une source d'eau de surface, cette source-là est facilement affectée et des espèces halieutiques qui s'y trouvent aussi sont exposées au grand risque. Docteur, on a l'impression que, enfin, depuis que nous menons le débat, que les personnes qui sont vraiment exposées, c'est peut-être l'opérateur ou les opérateurs directement investis dans l'opération. Est-ce que les populations qui vivent dans les maisons, elle a parlé tantôt des enfants par exemple, ne sont pas aussi en danger? Ils sont en danger, ils sont très en danger parce que
tout ce qui se fait est directement lié à l'environnement et ces enfants circulent, en tout cas, ils sont partout et ils voient, ils sont témoins oculaires de tout ce qui se passe et naïvement, ils peuvent y mettre la main, naïvement, ils peuvent inhaler des poussières, naïvement, ils peuvent être atteints de toute maladie. Donc, il faut donc les protéger. Il faut non seulement que les vidangeurs se protègent, mais il faut aussi protéger les enfants. Il faut protéger les enfants, il faut les éloigner de tout ça. C'est la responsabilité des parents. Il faut les éloigner de tout ce qui se passe, c'est-à-dire rester loin de tout. Il faut pas qu'ils s'approchent des eaux usées. Il ne faut pas qu'ils s'approchent de la boue. Il faut vraiment les éloigner, tout simplement. Et il y a aussi un facteur très important, un risque très important, c'est le risque du paludisme, j'ai oublié d'en parler. Le paludisme qui est vraiment présent. Bien sûr, surtout avec les eaux usées, il y a la pilulation des, comment on appelle, des moustiques de l'anophèle femelle. Et ça, c'est pas bon pour les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, ils sont très exposés et meurent du paludisme. Donc, il faut surtout éviter que les enfants soient témoins de ces événements. Il faut les éloigner. Alors, quand ils font la vidange manuellement, on n'est jamais sûr de là où ils vont déposer le produit en griffe recueilli. Et généralement, c'est toujours dans la nature. Hein? Oui. C'est une agression grave contre l'environnement. Oui. Après la vidange, d'autres, par exemple, je prends l'exemple d'un ménage où le chef de ménage est un agriculteur, par exemple. Il va forcément, puisque ces boues sont des engrais naturels, mais ces boues sont des engrais lorsqu'elles sont une fois traitées. Donc, puisque le propriétaire de maison est conscient de ça, par exemple, il va vouloir que ces boues soient déversées dans ses champs, histoire d'avoir de l'engrais facile. Est-ce qu'il y a cette pratique-là vraiment qui est en vogue? Ces pratiques sont vraiment utilisées dans les milieux reculés, dans certains pays également. Donc, les boues de vidange sont utilisées comme engrais bio dans les champs, histoire d'avoir nos fruits, nos légumes bio. Mais est-ce que véritablement ça ne contribue pas justement à enrichir le sol? Oui, ça contribue à enrichir le sol, mais une fois traité, parce que la boue contient énormément de virus qui doivent être neutralisés durant un long processus, avant maintenant d'être utilisés comme boue traitée au niveau de l'agriculture. Pour amender le sol. Oui. Il y a aussi une pratique et une habitude, c'est le dépôt de ces boues de vidange dans les caniveaux ou les installations d'assainissement public. Est-ce que ça peut avoir des conséquences liées à la santé dans ce cas? Parce qu'on sait que quand il pleut, ces caniveaux traînent les eaux et les évacuent vers la mer, bien loin de chez nous. Dans les canaux publics, c'est-à-dire les boues jetées de part et d'autre, surtout dans les canaux publics, il y a forcément des conséquences. C'est la pollution de l'environnement. La pollution de l'environnement, c'est les eaux usées, la nappe phréatique qui prend un coup, et les poissons pourris complètement. Et puis, il y a des odeurs. C'est pas bon pour les narines, c'est pas bon pour tout ce qu'on peut avaler et manger, l'hygiène des mains, l'hygiène du sol, tout ça. Donc, les risques sont bel et bien là. Les risques sanitaires sont énormes. Madame Onga, quand on déverse les boues de vidange dans les caniveaux, on a mal fait? Oui, très mal fait, puisque la loi interdit cela. La loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique interdit dans son article 157 et dans l'article 158 de déverser, que ce soit eau usée et boue de vidange, dans les ouvrages d'assainissement public. Du point de vue environnement, on n'a pas fauté, non? Bien sûr que si, puisque les eaux de ces caniveaux rejoignent les cours d'eau. Et dans ces cours d'eau, nous avons nos poissons, nos crabes, nos espèces halieutiques. Je prends l'exemple du phénomène observé dans le lac Tao, la mort de plusieurs poissons qui est... Oui. Mais alors, quand on est face à une telle situation, je suppose qu'on est en milieu rural où le service n'est pas forcément disponible. Comment on s'arrange pour éviter tout ce que vous dénoncez là sur le plateau maintenant? Je commence par qui? Docteur?
Bon, je crois que même dans nos campagnes, il y a quand même un peu de mécanisation. Nous pouvons avoir recours, il y en a, moi j'en ai vu plusieurs fois, les camions citernes avec tout le matériel qu'il faut pour pouvoir faire les vidanges. Donc je pense qu'il faut continuer à encourager ça en attendant que nous ayons une mécanisation beaucoup plus poussée, tout simplement. Et puis sensibiliser la population qu'en cas de vidange, il faut rester loin, il faut se protéger et que le vidanger aussi se protège. Voilà. La SGDS est en train de faire un zonage pour pouvoir permettre à ceux qui sont dans un milieu reculé, qui ont de la difficulté à faire appel à ces vidangeurs professionnels, d'avoir beaucoup plus de facilité à avoir le service qu'il faut au moment qu'il faut. Je rappelle les prix, par exemple, de la vidange à Cotonou. Le prix de 6 mètres cubes est à 35 000 francs, pardon. Mais dans les milieux plus reculés, les vidangeurs doivent tenir compte de la carburation, la distance, certaines autres charges, et ce qui fait gonfler le coût de la vidange dans ces milieux-là. Donc, moi, je vais exhorter les populations à prendre patience. Et pendant que la non, pas par rapport à ça, mais à prendre patience concernant le coût et à toujours faire appel aux vidangeurs professionnels. Et aussi, j'exhorte l'État à voir réellement le problème auquel on fait face et de nous trouver une solution dans un court délai. Est-ce que le plus important ne serait pas que la SGDS, comme vous le dites, travaille justement à une harmonisation des coûts ou peut-être à une subvention? Je ne sais pas quelle démarche on peut faire pour assister, docteur. Oui, je pense que oui, sur le plan économique, on peut essayer de revoir le coût pour faciliter à nos populations rurales d'avoir accès à ces facilités-là, parce que, bon, quand même, hein, nous sommes exposés, et si nous devons encore dépenser beaucoup d'argent, bon, les populations peuvent être réticentes, alors que c'est la santé qui est en jeu. La santé n'a pas de prix. Donc, le mieux, c'est de toujours faire appel aux vidangeurs professionnels, histoire de nous protéger nous-mêmes et de protéger notre environnement. Quand on dit vidangeurs professionnels aussi, hein, c'est quand même parfois 2 ou 3 types qui débarquent à la maison avec un camion citerne, un seau bien sale et un long raccord. C'est cela, les vidangeurs professionnels. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi des dispositions ou peut-être même des séances de recyclage à suivre? Oui, les vidangeurs professionnels doivent être équipés de matériel professionnel. Et l'hygiène aussi doit régner à leur côté, parce qu'on ne peut pas assainir un environnement avec des ustensiles, des outils qui ne sont pas assainis. Je ne peux pas venir régner la propreté tout en étant sale. Donc, il faudrait que ces vidangeurs professionnels-là soient très bien équipés et au niveau de leur camion aussi, que leur camion respecte les normes. Le ménage doit exiger que les camions des vidangeurs professionnels doivent être équipés de jauges, histoire de vérifier l'état vide du camion. Ou si le camion est à moitié rempli, le ménage doit être au courant de tout ça, histoire d'être rassuré que sa fosse a été réellement vidée entièrement. Oui. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Oui, je pense que Madame Rouga a dit l'essentiel. Il faut que les camions citernes soient dans les normes. Il faut qu'ils respectent les normes que l'État leur demande d'appliquer. Il faut l'hygiène, il faut la propreté. Il faut montrer quand même que moi, vidangeur, je suis déjà très propre avant de venir dans les concessions, avant de venir dans les maisons, pour pouvoir faire son travail. Il faut pouvoir montrer qu'on est propre, donner l'exemple avant de continuer, tout simplement. Quand je suis maître ou maîtresse de la maison, je vide aussi les lieux comme les enfants et je leur laisse la maison? Oui, il doit y avoir un confinement dans le ménage et laisser les vidangeurs faire leur travail. Donc le ménage doit mettre à l'écart les enfants, se mettre à l'écart aussi, éviter de mettre à disposition les vidangeurs leurs ustensiles de maison, réclamer que les vidangeurs mettent l'état ou le lieu où s'est fait la vidange, que ce lieu-là soit mis au propre
avant le départ des vidangeurs, puisque c'est eux qui sont habillés avec des équipements professionnels. Quelques seaux d'eau, ça suffit pour nettoyer? Non, ils ont tout le matériel nécessaire, hein, les gants, les éponges et consorts. Donc, ils doivent disposer aussi également de bâches, histoire de ne pas contaminer le sol de la maison. Ah d'accord. Oui, donc le ménage doit imposer ça pour être sûr que le travail a été bien fait et que tout le monde sera en bonne santé une fois les vidangeurs professionnels. Docteur, une dernière curiosité avant de boucler ce panel. On a que pendant l'opération, il y a une forte odeur, bien sûr, à la limite insupportable qui se dégage. C'est sûrement nocif pour la santé. Alors quand l'opération finit, on attend combien de temps pour sortir? On va enlever son masque. Ben, vous allez attendre au moins une trentaine de minutes avant de sortir ou avant d'enlever son... Maintenant, vous pouvez sortir, mais avant d'enlever son masque parce que l'odeur persiste au moins pendant 30 minutes. Alors, donc, c'est une odeur très forte. C'est pas bon pour les poumons. C'est source de beaucoup de maladies pulmonaires, maladies respiratoires, les bronchites, les bronchopathies et les crises d'asthme. C'est très fréquent dans ces genres de cas. Donc, vous essayez de vous protéger et patienter pendant au moins une trentaine de minutes avant de pouvoir enlever votre masque. J'aimerais également, on va finir. Oui, j'aimerais également ajouter, chez autres, les ménages à construire des ouvrages d'assainissement aux normes. Il faudrait que les fosses respectent réellement les normes et que les fosses soient aussi étanches. C'est quoi les normes? Les normes, la fosse doit être étanche. La fosse ne doit pas, comment dire, l'intérieur de la fosse doit être bétonné pour ne pas laisser infiltrer l'eau des boues, la partie liquide des boues dans le sol et aussi éviter que les eaux usées de la maison qui sont dans les puisards ne puissent infiltrer dans la nappe. Donc, ils doivent avoir des ouvrages respectant les normes. Ils doivent aussi réparer à chaque fois les fissures observées au niveau de ces fosses-là. J'aimerais aussi qu'ils évitent au grand maximum ou qu'ils arrêtent de jeter les déchets solides dans les latrines parce que ces déchets solides-là empêchent le bon traitement des boues et bouchent les tuyaux d'évacuation des boues que les vidangeurs utilisent et peut blesser aussi. Quand vous parlez de déchets solides, vous parlez de quoi? Il s'agit des piles, des plastiques, des matières tranchantes, les lames, les verres cassés. De façon traditionnelle, on avait l'habitude de recourir à des piles qu'on cassait à l'intérieur des latrines pour essayer de désinfecter, dit-on. Alors, on aura compris que ce sont de mauvaises pratiques. Alors, Marie-Iris Runga, je rappelle, vous êtes spécialiste en eau, hygiène et assainissement. Merci beaucoup d'être passé par ici. En face de vous, on avait Dr Riel Dassundos, médecin du travail et de la santé publique. Merci beaucoup d'être passé par ici aussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce panel. On vous donne rendez-vous pour la toute prochaine fois. D'ici là, vous vous portez très bien. Roi, sauvez-nous. La situation devient inquiétante. Dans la maison de Aladji, tout le monde a la diarrhée. Chez votre couturier, c'est la fièvre et le vomissement. Sauvez-nous. Garde. Dites au conseiller d'aller constater la situation et qu'il conduise tous les malades à l'hôpital. D'accord. Docteur, sauvez-moi. Hey. Mon ventre. Papa. Docteur. Avez-vous été en contact avec les eaux sales ou des bouts de vidange ces derniers temps? Il y a eu la vidange de notre WC avant-hier et ils ont tout déversé dans la brousse. Aussi, il y a les eaux usées du puisard qui ont été déversées dans le caniveau. Parfois, on les aidait avec nos seaux d'eau. Hein, docteur? Et hier, il y a eu beaucoup de mouches et elles se déposaient sur nos aliments. Hey, docteur. Papa, les résultats que je vois là proviennent des bactéries dues à l'utilisation des eaux très souillées. Ne savez-vous pas qu'il y a des professionnels pour la vidange dans le pays?
et que vous ne devez jamais utiliser vos ustensiles de maison pour ça.